Et oui, bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bel été. Désormais, ce rendez-vous, c'est à 9h, vous l'avez compris, Jean-Jacques Bourdin à 10h30, mais nous sommes là pour débattre, commenter l'actualité entre 9h et 10h. Vous avez la parole comme d'habitude, 0826 300 300. À 10h, les médias avec Gilles Gansman. Aujourd'hui, on recevra Cyril Ferraud, la grande star de la rentrée de France Télévisions, de France 2 en particulier. Et puis, nos débats avec nos débatteurs habitués. Et ça va débattre et ravi de retrouver Frédéric Dabi. Bonjour Frédéric. Valérie, bonjour à tous. Frédéric, vous êtes directeur général de l'IFOP. Je rappelle votre dernier livre, La Fracture, qui est paru aux éditions Les Arènes. Et vous êtes venu ce matin avec un sondage exclusif pour Sud Radio sur le moral des Français, enfin leur degré d'optimisme. C'est un sondage qui est tout à fait intéressant parce que assez représentatif, je pense, de ce que toutes et chacun peut ressentir en ce moment. Et puis sur les préoccupations des Français, j'en parlais avec Philippe Juvin tout à l'heure, qui était l'invité de Patrick Roger, la santé en particulier. Michaël Darmon, bonjour. Journaliste politique, éditorialiste à I24 News. Et je rappelle votre livre, Les secrets d'un règne, dans les coulisses d'un quinquennat de crise. Et ce n'est pas terminé. Deuxième, vous faites le tome 2 ? Mais écoutez, on va voir si c'est au niveau. Aux éditions L'Archipel. Et nous attendons Noémie Aliouap, mais qui s'est peut-être pas réveillée pour ce premier jour. Je ne sais pas, elle est en retard. Essayiste et journaliste également à I24 News. Elle sera avec nous dans un instant. On ne va pas déroger à nos bonnes habitudes. Vos coups de cœur, vos coups de gueule. Frédéric, votre coup de gueule. C'est pas vraiment un coup de gueule, c'est une remarque un peu goguenarde. Une des déclarations de Jean-Luc Mélenchon hier, il a fait un grand discours, un grand meeting lors des amphises de la France Insoumise dans la Drôme. Et toujours, ce qui me frappe en tant que passionné de questions électorales, c'est ses difficultés à accepter le verdict des urnes. Alors, pour ne pas faire la moindre polémique, en fait, Valérie, j'ai repris exactement ce qu'il a dit. Il a dit d'une fois, c'est passé à 0,21 points qu'on ait la majorité relative du premier tour et à peine 1 point pour le second tour. J'appelle tous les politologues pour essayer de m'expliquer cette phrase qui ne veut rien dire. Surtout, il a fait, Jean-Luc Mélenchon, et c'est tout à son honneur, de l'analyse politique. Il a parlé du vote des jeunes, et c'est vrai qu'on l'a dit ensemble, à la présidentielle, aux élections législatives, les jeunes, ce qu'on appelle les primo-votants, les 18-23, il a parlé des 18-26 ans, ont voté très fortement pour le candidat Mélenchon et pour la NUPES, mais il a eu une phrase assez particulière, il a dit « Si 2% des 18-26 ans avaient voté en plus que de leur participation, la NUPES aurait gagné les élections. » Alors, qu'est-ce que c'est que 2%? Les 18-26 ans, il y en a environ, je dirais, 4,5 millions. 2%, c'est 90 000 voix. On va imaginer que ces 90 000 voix aient tous choisi la NUPES, parce qu'il y a des jeunes qui ont voté Front National, il y a des jeunes qui ont voté pour Emmanuel Macron, etc. Alors, 90 000 voix à répartir dans les circonscriptions, c'est assez étrange. La NUPES, je le rappelle, a fait, c'est vrai, un bon score au premier tour, mais a raté la majorité absolue de 144 sièges. Donc voilà, tout ça, c'est une tendance qui est quand même assez inquiétante, qui n'est pas propre à Jean-Luc Mélenchon, qui est depuis maintenant une dizaine d'années, et Michaël s'en souvient, à ne pas accepter le verdict des urnes. Que disaient les militants de droite en 2012, Nicolas Sarkozy, il aurait dû gagner, il lui a manqué qu'une semaine ou deux. Que disait-on en 2017? Sans l'affaire Fillon, Emmanuel Macron n'aurait pas été élu. C'est ce climat que je trouve assez perturbant, parce que ça sape un des fondements de la démocratie, qui est on accepte, même si on est déçu ou pas, le verdict des urnes. Oui, Michaël, j'imagine que vous l'avez relevé, cette petite phrase aussi de Jean-Luc Mélenchon. Ah oui, et puis il y a beaucoup d'autres également, petites phrases. Mais enfin, j'ai surtout relevé le fait qu'il tente quand même de rester présent, alors qu'il n'étant pas à l'Assemblée, il sera de moins en moins sollicité. Donc, de ce point de vue-là, il le sera peut-être quand même par les journalistes, parce qu'il est toujours pourvoyeur de petites phrases. Bien sûr, mais ça ne fait pas forcément le rapport de force politique, et on voit bien que derrière le beau discours hier et la scénographie qui était destinée à l'honorer, c'est aussi l'après-Mélenchon qui se prépare. Et les personnes qui étaient derrière lui étaient tout aussi intéressantes à regarder et observer que Jean-Luc Mélenchon lui-même. Donc voilà, donc c'est effectivement
effectivement, comme il le dit, hein, je suis en retrait, pas en retraite, mais il met un certain temps à arriver vers le retrait quand même, ça c'est clair. Oui, tout à fait. Oui, Frédéric, et puis, vous ajoutez quelque chose 2027, qui est-ce qui nous dit qu'il ne sera pas candidat pour la 4e fois de suite à l'élection présidentielle? On se souvient que François Bayrou était candidat en 2017, il s'était retiré en mois de février pour Emmanuel Macron. Non, là où il y a un doute, et j'entends ce que dit Michael Darmon, c'est cet inconnu sur la succession de Jean-Luc Mélenchon. La France Insoumise est un parti, et ça a été dit par Clémentine Autain, qui a un fonctionnement très secret. Au PS, si on fait un congrès, on élit un premier secrétaire. On se souvient, c'était il y a 10 ans, en 2012, je cite beaucoup 2012, il y avait la guerre Copé-Fillon pour prendre la tête de l'UMP. Quid de la succession de Jean-Luc Mélenchon? Alors, il faut être honnête, il n'est pas sur une logique, après moi, le Déluche. Il a fait monter Mathilde Panot, Adrien Quatennens, il a donné sa circonscription en or à Manuel Bompard, mais ça reste une inconnue. Michael, vous, c'était un coup de gueule? Oui, sur la cacophonie gouvernementale quand même en cette rentrée, puisque d'un côté on entend un ministre et pas des moindres, Clément Beaune, qui prétend réguler, voire interdire l'utilisation des jets privés, au nom des gestes symboliques et importants pour la transition écologique. Et puis de l'autre côté, dans un autre ministère, la transition énergétique, eh bien, on s'apprête tout simplement à rouvrir une centrale à charbon. La plus importante en France, parce qu'il faut aussi produire et pallier donc la pénurie donc de sources d'énergie, et qui va très certainement affecter notre hiver. Donc on ne sait pas exactement sur quel pied danser, on ne sait pas quel est le vrai discours. Ce que l'on comprend, c'est que Elisabeth Borne, elle a une mission compliquée, hein, et elle va le montrer dès aujourd'hui. C'est il faut pour les Français à la fois combiner la rareté, la cherté et la vérité. Ouais. Moi, j'avais un coup de gueule beaucoup plus prosaïque, mais il se trouve qu'hier, en faisant mon marché, j'ai discuté avec la poissonnière qui m'a dit on voulait partir à l'étranger, mais on n'a pas pu parce qu'on n'avait pas de passeport. Parce qu'on a déposé des demandes de passeport en avril et qu'on n'a pas pu avoir nos passeports. Et je voyais hier un tweet d'Emmanuel Gave qui disait pour faire un passeport, aucun rendez-vous disponible avant le 27/7/2023. Alors, ça me paraît... C'est un sujet dont on parle, Valérie, depuis le mois de janvier. Mais absolument. Ça a été même évoqué ici, je crois. Donc, j'ai trouvé ça absolument sidérant. 1 an d'attente, nous dit-elle. Alors, à vérifier, mais enfin, il y a des gens qui, cet été, n'ont pas pu partir à l'étranger puisque ils n'ont pas eu leur passeport ou leur carte d'identité à temps, ce que je trouve, ce qui est la continuité un peu d'une déliquescence quand même des services publics. J'ai discuté avec Philippe Juvin avant qu'il ne prenne l'antenne, et qui m'a dit il vaut mieux pas tomber malade. Et je crois que tous les gens qui ont eu dans leur entourage des gens malades se sont rendus compte de l'état de délabrement de notre système de santé, malgré des équipes qui sont mobilisées et qui font tout. Mais c'est vrai que c'est assez incompréhensible qu'on en soit arrivé là. On est effectivement face à des moments, je dirais, de vérité. On est sorti maintenant vraisemblablement de la puissance de la crise du Covid. On va arriver vers le quoi qu'il en coûte et sa fin surtout. On a une nouvelle période qui s'ouvre maintenant avec des propos gouvernementaux sur la protection du pouvoir d'achat. Mais à côté de ça, les grands problèmes structurels restent. Bien sûr. Voilà, tous ceux qui devaient l'éducation, la santé, la police. Sont dans des états très compliqués. Que vous faites, les Français la font. Qu'est-ce qui fait, on va en parler, qu'on ait ce pessimisme si fort? Le point de départ, c'est le sentiment que le pays tombe. Que le sentiment est en déclin. Mais sentiment ou réalité, c'est bien sûr cette perception que on cite. Les hôpitaux, ça ne marche plus. Ça peut paraître anecdotique, plus possible de faire le moindre passeport, papier d'identité. Vous vous rendez compte? L'école qui n'est plus le sanctuaire. Faut pas oublier pourquoi un Éric Zemmour a eu une telle embellie sondagière l'automne dernier jusqu'au mois de février. C'était pas que les sondages, c'était aussi l'idée que le constat qu'il faisait sur le pays en déclin, c'est un constat que font plus de 2/3 des Français. C'était une enquête fiduciale pour Sud Radio. Oui, non, mais c'est le constat, et c'est ce qui donne aussi le ton de votre sondage. On va y revenir dans un instant. Je voudrais quand même qu'on parle aussi, parce que ça fait beaucoup parler, du voyage d'Emmanuel Macron en Algérie et puis de ce qui s'est passé au Touquet. C'est-à-dire que en Algérie, il s'est fait insulter, et au Touquet, je rappelle où il était, qui est le village de la ville de villégiature d'Emmanuel Macron. Il y avait un festival et un chanteur que je ne connaissais pas a scandé Macron enculé, Macron enculé. Je ne sais pas si on a le son. On va écouter.
Voilà. On appréciera la performance vocale déjà, parce que s'il est chanteur, tout le monde peut l'être, si je puis dire. Non, mais c'est le lien avec. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je voulais le. Je ne vais pas faire un commentaire en fait particulier. François Mitterrand, Jacques Chirac ont été très fortement attaqués, mais il y a une sorte de virulence avec au cœur cette délégitimation, et je continue à dire que c'est une catastrophe du point de vue de notre vitalité démocratique. Ouais. Michael. On l'a vu également pendant cette séquence électorale avec la très forte abstention, là aussi le retrait de l'intérêt électoral. Concernant effectivement la cible que représente Emmanuel Macron, c'est vrai que beaucoup de présidents ont été attaqués, Nicolas Sarkozy l'avait été également très fortement, mais il faut constater aussi qu'Emmanuel Macron, depuis son arrivée au pouvoir en 2017, lui, est une cible particulière parce qu'il représente ce que la sociologue Dominique Schnapper a appelé la haine démocratique. Il est le vecteur de ce sentiment d'injustice vis-à-vis de tous ceux qui, au fond, n'ont pas le sentiment d'avoir eu les mêmes chances, les mêmes armes, les mêmes possibilités, face à quelqu'un qui est tombé d'une planète, planète réussite, planète virtuosité, planète facilité, planète jeunesse, élégance, et qui est venu donner et asséner des vérités aux Français avec cette Macronie qui est venue poser, assumer la pensée complexe, la pensée d'en haut, nous allons réussir. Et qui se ressent d'autant plus maintenant, et ce clivage se fait d'autant plus bien ressentir. Entendu, ça a donné 1 an et demi plus tard les Gilets jaunes, qui a été une confrontation sans précédent vis-à-vis du pouvoir direct, c'est-à-dire vraiment c'était le face-à-face entre le peuple et son dirigeant, sans corps intermédiaire, sans syndicat, sans revendication sociale proprement dite, mais vraiment lié à la pratique du pouvoir. Ce conflit a matricé l'ensemble du quinquennat, et aujourd'hui on voit bien qu'effectivement après la manière dont il a été réélu, Emmanuel Macron, il a été réélu, c'est un fait incontestable. On sent encore dans les veines de la société ce ressentiment. Allez, on marque une petite pause et on se retrouve. Évidemment, vous avez la parole, vous le savez, sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Et ça débat effectivement ce matin, premier jour de cette nouvelle saison. Heureuse de vous retrouver. Bienvenue sur Sud Radio. Si vous nous rejoignez à 10h, les médias, 10h30, Jean-Jacques Bourdin, évidemment André Berkoff, midi et demi. On rappelle les nouveaux horaires. Évidemment, vous êtes avec nous sur Facebook, sur YouTube et sur Twitter. Et on vous attend pour vos réactions. Avec nous ce matin, Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, et Michael Darmon, journaliste politique éditorialiste sur I24 News. Votre sondage, donc sondage exclusif pour Fiducial Sud Radio sur le degré d'optimisme des Français face à l'avenir. Vous m'avez dit que vous étiez quand même surpris. Alors vous allez nous dévoiler ce sondage, mais vous dites que c'est quand même historique. Oui, il est historique. C'est une question toute simple. Il faut toujours pas avoir les questions en tête en pensant à l'avenir pour vous et vos enfants. Donc il y a une dimension de projection. Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste? Et c'est une question, Valérie, qu'on pose depuis 1995. On le posait avec Ouest France à l'époque et maintenant pour Sud Radio. C'est historique car on a un score plancher d'optimiste. Jamais il a été pour une rentrée aussi faible. 25%. 25%, ça veut dire qu'il est minoritaire dans toutes les catégories, y compris les catégories traditionnellement résilientes, optimistes, les jeunes, les cadres supérieurs et les professions libérales, les électeurs d'Emmanuel Macron. Et puis, c'est historique parce que c'est une rupture. Traditionnellement, après une élection présidentielle, l'optimisme remonte. Pourquoi? Parce que la présidentielle, c'est le moment d'un grand débat où on a mis les problèmes du pays sur la table, où on a élu un président et on repart vers l'avant. Là, on voit très bien qu'une année passée, au mois de janvier... Mais enfin, c'est une continuité, c'est pas... C'est une réélection, c'est pas une élection. Oui, mais en 88, l'optimisme avait remonté. C'était le cas également en 2002, même si l'élection était également particulière. En janvier 2022, on avait encore 46% d'optimisme, 25%, c'est du jamais vu. Parce que la présidentielle, ce moment ritualisé, ce moment un peu cathartique, où on débat, où les Français voient ce match de crédibilité, pour eux, il n'a pas eu. Et
comme vous le dites, hein, il y a l'idée d'une sorte de continuité un peu fâcheuse. Et je reprends un verbatim dans une de nos enquêtes où les vrais Français nous parlent. Les Français nous parlent vraiment. C'est quelqu'un nous dit, Emmanuel Macron, il fait un mandat de 10 ans. Et c'est vrai que cette absence d'élan se voit. Et puis il y a aussi, qu'est-ce qui nourrit ce pessimisme? C'est la montée des périls, le réchauffement climatique, l'insécurité pour soi, l'insécurité mondiale, la question... Dans des verbatim, on a posé une question aux personnes pessimistes. Qu'est-ce qui explique, dites-nous, ce pessimisme? C'est, on cite clairement le risque d'une nouvelle guerre mondiale. Donc on est quand même sur quelque chose de jamais vu. Alors le chiffre, c'est donc 75% de pessimistes, 25% 25% d'optimistes. Pour vous dire, encore la rentrée dernière, on était sur du 55 de pessimistes, 45 d'optimistes. C'était assez équilibré. Oui, on voit, vous avez un graphisme sur l'évolution des Français. Alors, elle est souvent en dents de scie, mais là, elle est vraiment au plus bas. Elle a rarement été, elle n'a jamais été aussi basse. Évidemment, ça nous surprend pas vraiment. Non, enfin, moi, ce qui me surprend, c'est quand même je dirais le nouveau clivage, parce que jusqu'à présent, quand on posait cette question, il y avait une différence entre le sentiment d'optimisme pour l'ensemble de la collectivité ou de la communauté française et le sentiment personnel. Et si les Français se sentaient pessimistes de manière générale, collectivement, sur l'état de la France, sur la place de la France et sur, je dirais, la dimension collective, ils se sentaient plutôt heureux et optimistes pour eux-mêmes. Considéraient que dans leur sphère personnelle et pour leur terrain personnel, ils arrivaient à s'en sortir. Là, on voit bien qu'effectivement, ça a changé. Et cette mutation, elle est due effectivement à tous les facteurs expliqués par Frédéric Dabiy à l'instant. Il y a ce sentiment, effectivement, que tous les événements, je dirais, mondiaux, extra-territoriaux dans notre vie, aujourd'hui, nous impactent directement. Saline nous dit, je suis réaliste, on est dans la merde. Oui, c'est un peu ce sentiment-là, non? C'est vrai, surtout que la question, alors c'est vrai que j'entends bien le décalage, la distinction que rappelle Mickaël Darmon. La question, c'est pour vous et vos enfants. Je pense qu'on aurait posé la question que pour vous, on n'aurait peut-être pas eu un chiffre si fort. La question est posée de la même manière depuis 95. Vos enfants, le pessimisme de projection à la française est très fort parce que on s'inquiète pour l'école, on s'inquiète pour leur sécurité, on s'inquiète pour le climat. Ce qui est intéressant sur le dérèglement climatique, c'est cité par l'ensemble des Français, pas seulement des sympathisants de gauche plus sensibles à la question. Et ça, c'est, je dirais, la mutation et l'évolution la plus importante. C'est l'installation maintenant, la reconnaissance de ce qu'on appelle l'éco-anxiété. C'est-à-dire que c'est la maladie, c'est le malaise du siècle. Celui du siècle dernier, c'était peut-être le burn-out et le mal au dos, lié au stress et à toutes les conditions de travail et toutes ces pressions. Et aujourd'hui, c'est le sentiment qu'effectivement, qui est alors porté par une grande partie de la jeune génération, qu'il n'y a pas d'avenir possible. Oui, c'est ça. Et ça explique le retrait du vote, ça explique l'abstention, ça explique également ce sentiment général de pessimisme. Mais chez les jeunes que vous sondez, parce qu'il y a toutes les tranches d'âge, il y a le détail dans votre sondage, puisque vous dites pour vous et vos enfants, ceux qui ont entre 18 et 25 ans. C'est pour eux. Oui, c'est pour eux. Et eux aussi sont aussi pessimistes. C'est vrai que c'est une vraie première. Dans mon livre que vous avez cité très gentiment tout à l'heure, j'avais montré une sorte de résilience de la jeunesse malgré l'enchaînement des crises. La crise terroriste, il ne faut pas oublier que le profil des victimes d'attentats des terrasses, c'était des jeunes. La crise Covid, l'éco-anxiété, le fait qu'on avait le sentiment qu'il y avait un moment inéluctable, un tournant pour la planète. Là, c'est une des premières fois où il n'y a pas vraiment ce clivage générationnel où, quand on est jeune, on se projette quand même positivement. Alors, c'est vrai que, c'est qu'une donnée qui demande confirmation, mais voilà, l'enchaînement des crises, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de débouchés, d'éléments positifs. Et puis, il ne faut pas oublier, on va en parler peut-être tout à l'heure, moi je trouve, et je le vois dans nos enquêtes, l'inflation. La hausse des prix, c'est un phénomène nouveau
qui fait perdre des repères à beaucoup de Français. C'est pas arrivé, il y avait une micro-inflation qui avait duré 1 an en 2008. La dernière inflation, c'est les années 80, et on se souvient de la campagne qu'avait organisée le gouvernement socialiste à l'époque, où on voyait une planche à voile floquée au drapeau français qui disait avec 5% on est dans la course. Les gens étaient contents qu'il n'y ait que 5% d'inflation. Là il y a 6% et ça bouleverse beaucoup de repères. Oui, Michael. Bon, c'est aussi, je dirais, la conclusion de ce que l'on a vécu durant toute la séquence électorale, qui n'a pas posé, et on l'a entendu et on l'a dit maintes fois durant cette campagne, qui n'a pas posé les débats. Régulièrement interrogés, les Français disaient vous, aux candidats, vous ne traitez pas de nos sujets. Ouais. On a occulté pendant toute une partie, la première séquence électorale tout l'automne, vous le rappeliez sur les questions, une manière un peu hystérisée, et pas qu'un peu, sur les questions de sécurité, d'identité, d'islam. Les Français ont répondu, ce ne sont pas nos sujets. Il y a eu en résultat la forte abstention. Il y a eu ensuite le résultat des législatives qui a été la réponse des Français au résultat de l'élection présidentielle. C'est-à-dire, voilà, au fond, on veut également bousculer ce système. On impose une forme de proportionnel. On prive l'exécutif de sa majorité à l'Assemblée. C'est aussi un schéma général de crise qui est posé par les Français et qui se traduit également à travers cette étude. Allez, on marque une petite pause, on se retrouve dans un instant et Noémie est arrivée, Noémie Liouat sera avec nous, participer à ce débat tout de suite. Et ça débat effectivement, et ça va débattre tous les jours à 9h désormais, entre 9h et 10h, les médias à 10h. Je suis avec Frédéric Dabi, Michael Darmon et Noémie Liouat qui nous a rejoint. C'est pas déjà les embouteillages quand même, Noémie. Je suis vraiment navrée. Vous n'êtes pas réveillée, la mauvaise élève. Si, non, c'est pas ça du tout. Ravi de vous accueillir. On commentait le sondage de Frédéric Dabi. On va parler également de cette petite phrase d'Emmanuel Macron autour de l'abondance, la fin de l'abondance, un discours de vérité et de lucidité, a dit Gabriel Attal. On va en reparler dans un instant. Ce qui est intéressant aussi dans votre sondage, ce sont les thèmes prioritaires, les thèmes d'inquiétude des Français. Et la santé arrive en tête. Oui, c'est vrai que c'est une question qu'on pose depuis une vingtaine d'années. C'est très intéressant. La santé est toujours en tête. Pendant longtemps, on a dit c'est lié au Covid. Là, bien sûr, la lutte contre le Covid s'effondre en termes de priorité. Oui. Vous vous en souvenez, Valérie, oui. La santé était arrivée en tête dès septembre 2019. Le Covid n'existait pas. Qu'est-ce qui se passait à cette époque? La grève des urgences, l'inquiétude sur la situation dans le système, dans le monde hospitalier, cette question d'accès aux soins, d'accès aux praticiens, de déserts médicaux qui, on le voit faites l'enquête, ne sont pas seulement l'apanage des territoires ruraux de la France périphérique, même dans les grandes agglomérations, ça se pose. Et l'autre fait majeur, c'est bien sûr une préoccupation qui explose sur la hausse des prix, l'inflation, sur le pouvoir d'achat. Et ce que je note, c'est l'articulation chômage, pouvoir d'achat. Jamais l'écart de priorité entre le pouvoir d'achat et le chômage a été aussi fort. Le chômage n'est quasiment pas cité. Les Français n'en parlent plus. Il y a la petite musique sur l'assistanat, les emplois non pourvus. Et maintenant, pour les Français, l'injustice, ce n'est plus ne pas avoir de travail, c'est avoir un travail qui paye mal. Michael Darmon parlait des gilets jaunes, c'est ça le ferment de la mobilisation des gilets jaunes. Il y a la question des carburants et des taxes, et il y a cette question du travail qui paye mal. Aussi, l'insécurité, la délinquance, est dans le top 3 des sujets qui préoccupent les Français. On a la santé, la hausse des prix, l'inflation, et ensuite la lutte contre la délinquance. Ensuite, le chômage en 9e position, c'est jamais arrivé. L'éducation, le relèvement des salaires et du pouvoir d'achat, et la lutte contre le terrorisme qui reste relativement stable également dans les sujets d'inquiétude, même si elle a baissé depuis quelque temps. Mais ça correspond quand même aussi à l'actualité, la lutte contre la délinquance avec les rodéos, avec les agressions de policiers, où on a l'impression là aussi que pas grand-chose n'est fait, en tout cas dans le ressenti des Français. Oui, tout à fait. Ce qui me frappe, on avait déjà eu l'été, si je puis dire, meurtrier l'année dernière, et quand les Français en parlent, ils parlent moins de faits crapuleux, ils mettent en avant le profil des victimes qui signent le sentiment qu'il y a un délitement de l'autorité de l'État. Qui sont les victimes? Des policiers,
des pompiers, on se souvient de l'année dernière, où il y a 2 ans, du maire de Signes, de médecins. C'est vraiment l'idée qu'il y a une perte d'autorité de l'État quand on voit les personnes qui sont victimes. Et puis, de plus en plus, les Français voient cette question non pas comme une question de police, mais comme une question de justice. Une insuffisante réponse pénale explique la situation. Je vais vous donner la parole. Ce qui est intéressant les thèmes prioritaires pour les mois qui viennent, la santé. En 2017, c'était 60%. En 2018, 58%. En 2019, 65%. Et puis, on est à 83% des Français pour qui c'est le thème prioritaire parce qu'on y est tous confrontés et qu'on a tous vu la situation, je le rappelle, dans les hôpitaux, Michael. Oui, c'est vrai. Je dirais que c'est quand même quand on regarde le périmètre des sujets prioritaires, ce sont évidemment pour les Français leurs intérêts essentiels qui sont, je dirais, mis en avant. Et puis c'est surtout une fois de plus, je dirais, l'explication de cet été très sécuritaire auquel on a assisté de la part du ministre de l'Intérieur, qui a été auquel on reproche d'avoir été en permanence sur tous les fronts sur les différents événements. Mais en réalité, ce sondage montre bien que les préoccupations sont aussi, à part la santé et la hausse des prix, on arrive tout de suite en troisième position, la lutte contre la délinquance. On disait avant la lutte contre l'insécurité, maintenant c'est nommé de manière absolument différente. Et puis ensuite, après, vous avez effectivement le relèvement des salaires, le pouvoir d'achat. Donc c'est le sentiment d'injustice mêlée. Mais tout ça, c'est le quotidien, direct directement des Français. Et ça renvoie, mais j'insiste, mais c'est vraiment maintenant on a le recul pour pouvoir vraiment le constater. Quand on était je dirais dans la chaleur des événements, c'était peut-être pas toujours perceptible. Ça montre bien à quel point les Français sont insatisfaits du débat présidentiel qui a eu lieu. Ils considèrent que cette élection présidentielle n'a pas du tout réglé leurs problèmes. Non, mais surtout les réponses qui sont apportées. Vous évoquez le ministre de l'Intérieur, on a l'impression qu'il s'est agité un peu partout, mais concrètement, qu'est-ce qu'on a vu? Je veux dire, depuis des mois, les tirs de mortier, depuis Noémie Alioua, les rodéos, tout ça revient, on a l'impression que ce sont toujours les mêmes thèmes, et la santé, ça fait combien de temps, combien d'années qu'on en parle? Il est sorti en premier du grand débat. Oui. Noémie Alioua. En fait, ce que ça ressort véritablement, c'est l'impression de l'impuissance d'un État. C'est-à-dire, l'État a beau promettre, a beau sortir ses gros muscles, a beau dire nous allons lutter contre l'insécurité, nous allons faire en sorte que la vie soit meilleure, eh bien on voit bien que malgré tout, malgré les changements de régime, on se retrouve toujours avec des problèmes qui persistent. Non, je voulais juste revenir sur quelque chose d'extrêmement intéressant dans ce sondage, c'est effectivement le fait que la santé soit tout en haut des préoccupations des Français, et peut-être à mettre en parallèle avec tous ces discours qu'on a entendus ces derniers mois, ces dernières années, notamment au moment du Covid, ces discours de la profession médicale qui alertaient sur leurs conditions de travail. On a tous en tête des témoignages d'infirmiers, d'infirmières qui expliquaient qu'ils ont décidé d'arrêter leur métier, qui était parfois une vocation, parce que leur travail confinait à de la maltraitance. Et donc ces discours-là, on les a beaucoup entendus au moment du Covid, et forcément, ça a marqué. Vous êtes confrontés au quotidien. Enfin, ce matin, encore une fois, je croise Philippe Juvin qui me dit ne tombez pas malade. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il est patron des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris, l'un des plus gros hôpitaux de la capitale parisienne. Oui, il m'a dit il faut que les gens sachent aujourd'hui qu'à Pompidou, on envoie des gens qui ont un cancer en chimiothérapie, en radiothérapie à 150 km de Paris. Voilà où on en est aujourd'hui. Et tout ça, oui. Et tout ça dans l'un des pays où on est censé avoir l'un des meilleurs systèmes de santé du monde. Et pourtant, en tout cas, où les prélèvements sont très importants par rapport aux résultats du service public. Donc, transition avec l'abondance, quand le président de la République... Alors, est-ce que c'est un mauvais procès qu'on lui fait sur cette petite phrase, la fin de l'abondance? Évidemment, quand on est au chômage, quand on est dans un endroit où il y a de la délinquance, où on peine à boucler ses fins de mois, la phrase, elle a pu tomber à côté. C'est une information pour beaucoup de Français, le fait qu'il y a eu de l'abondance. Oui, parce que beaucoup n'étaient pas forcément au courant et auraient à ce moment-là aimé peut-être en profiter. Je dirais que c'est caractéristique du début de mandat d'Emmanuel Macron.
au fond, on a le sentiment quelque part que lui non plus ne sait pas où il va et ne sait pas comment sera fait ce second mandat. Il ne sait pas comment le prendre en fait. Donc on est là dans une logique maintenant de petites phrases, en tout cas de phrases, de mots qui veut qualifier la période en donnant ensuite au gouvernement le soin de la décliner de manière beaucoup plus opérationnelle. Il faut se préparer à la fin de l'abondance. Il y a quelques mois, il fallait se préparer au retour des jours heureux. Donc les choses évoluent quand même. Les choses évoluent quand même très très vite. Et surtout, ça donne le sentiment d'un président qui est très en retrait par rapport à la réalité, qui va beaucoup voyager, hein, on l'a vu, et on voit, quand on voit son programme à venir, il va falloir beaucoup surveiller les lignes internationales pour repérer effectivement Emmanuel Macron, tandis que le gouvernement, lui, va être à la tâche face à un Parlement au sein duquel il n'a pas de majorité. On a Donc l'impression on est quand même dans une situation qui quand même est, je dirais, pleine d'incertitudes. Et c'est d'ailleurs le mot le plus important de l'interview hier d'Elisabeth Borne dans Le Parisien, quand elle dit notre quotidien sera fait d'incertitudes. Oui, c'est pas très rassurant et ça n'encourage pas à l'optimisme. Non, c'est vrai que c'est une rupture. On a eu un Emmanuel Macron pendant le premier quinquennat extrêmement optimiste, volontariste. C'est vrai que quand il a parlé d'abondance, c'était lié aux matières premières. Puis qu'il a parlé des insouciances, c'était lié au fait qu'il y a la guerre en Europe. Et les évidences, c'est que le régime démocratique n'est plus un régime donné comme pérenne en Europe. Mais c'est vrai que j'entends ce que dit Michaël Darmon parce que ça fait assez citer avec ce que nous disent les Français. L'inquiétude, c'est le cap. Quelle solution face à ces constats? On a dit à tort que c'était un discours churchillien. Le sang, la peine, la sueur et les larmes. Mais dans le discours churchillien, il y avait un but, il y avait une finalité. Il a été prononcé le 13 mai 40, c'était pour battre l'Allemagne nazie. Il y avait un discours. Il n'y avait pas 3 mots lâchés à la fin d'un conseil des ministres de manière sibylline. Sur notre baromètre IFOP fiducial pour Match et Sud Radio, quelle est la dimension de trade d'image sur laquelle Emmanuel Macron a le plus perdu en 3 mois, en 4 mois depuis qu'il a été réélu? C'est donne un avenir aux Français, donne un cap aux Français. Et puis, parce qu'il n'y a que des constats, que des mots et pas de pistes de solutions, c'est bien sûr facile à dire, il ne faut pas oublier, négliger à quel point la matrice d'inaction, le sentiment que rien ne se passe dans le pays est devenu majeur. Ça n'existait pas sous le premier quinquennat. C'est en ça qu'on est quand même sur un quinquennat de rupture par rapport au précédent. Rupture ou continuité? De rupture dans la perception qu'ont les Français d'Emmanuel Macron et de continuité. Mais lui-même, d'ailleurs, l'a assumé. Oui, Michaël, vous dites d'ailleurs qu'Emmanuel Macron a un programme qui va l'emmener beaucoup à l'étranger, qu'il l'a été déjà beaucoup. Moi, je pense que ce qui me donne l'impression, c'est qu'il y a eu une rupture avec justement le peuple. Il ne se soucie pas, il n'a jamais consulté le peuple avant de prendre des décisions, avant de s'engager dans ce conflit ukrainien en Russie, avant de nous dire aujourd'hui, préparez-vous à la fin de l'abondance. Peut-être qu'il aurait dû d'abord prendre en compte les conséquences de tout ce conflit et les conséquences qui vont être très concrètes sur nos vies. Et ça, il n'a absolument pas tenu au courant les Français. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça nous tombe un petit peu sur la tête. On va payer très cher sa décision à lui. Et tout ça, il aurait dû le prévoir en amont, prévenir les Français, peut-être leur demander pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de référendum avant de s'engager de cette façon-là, de se couper d'un tiers du gaz russe. Avant de prendre toutes ces décisions, évidemment qu'il aurait fallu consulter le peuple français pour éviter aujourd'hui de se retrouver avec des discours qui nous obligent à nous préparer au pire. Alors, quelles conséquences dans la rue? On a entendu aussi Jean-Luc Mélenchon appeler à la mobilisation. Oui. Enfin, la situation est plus grave qu'au moment des Gilets jaunes, me semble-t-il, non, Frédéric? Dans le discours et le ressenti des Français, oui. Objectivement, on peut quand même crise sociale avec les Gilets jaunes, Covid, guerre en Europe quand même, inflation, tout ça, ça nourrit un discours anxiogène que j'ai rarement observé. Surtout, ce qui me frappe, c'est ce qui n'est pas dit. Traditionnellement, les Français
arrive à développer des éléments de réassurance. Notre modèle social, le fait que le pays est envié à l'étranger, tout ça a volé en éclats. Maintenant, la mobilisation générale de Jean-Luc Mélenchon, c'est un copier-coller de ce qu'il avait fait en 2017. Avec un échec en novembre. Avec un échec. Il avait même dit que Emmanuel Macron avait pris le point, si je me... Oui, donnait le point à Emmanuel Macron. Là, c'est différent, parce que les Insoumis ont beaucoup plus de députés à l'Assemblée, et les Français, face à ces périls, veulent moins des imprécations et une opposition tribunicienne qu'une opposition qui propose des solutions, une opposition qui arrive à être une sorte d'alternative. Et dans ce cadre, je rappelle que dans notre baromètre Match et Sud Radio, quand on interroge pour savoir quelle est la formation qui incarne le mieux l'opposition et l'alternative à Macron, c'est le Rassemblement national qui arrive en tête et non pas la France insoumise. Ouais. Absolument. On va marquer une petite pause, puis on va revenir sur les enjeux dans un tout petit instant. Restez avec nous sur Sud Radio. Et à 10h, les médias avec Gilles Gansman. Je vous rappelle le nouvel horaire. Nous sommes là pour débattre dès 9h, tout de suite après la matinale de Patrick Roger. À 10h30, vous retrouverez Jean-Jacques Bourdin, Frédéric Dabi, Mickaël Darmon, Noémie Alioua pour commenter l'actualité de ce matin. Nous évoquions donc les enjeux pour le président de la République avec ce sondage. Ils arrivent à l'Élysée, vos sondages, Frédéric Dabi, ou pas? Oui, nos sondages sont publiés, sont mis en ligne sur le site de l'IFOP, sont envoyés à toute une série de personnes. Oui, j'espère que ça arrive à l'Élysée, oui. Ouais. Pardon, Mickaël, vous parliez des enjeux justement pour le président de la République, puis on pourrait parler d'Elisabeth Borne aussi, qui s'en sort finalement pas si mal. Oui, elle arrive après avoir été nommée et découverte parce qu'elle n'était pas connue du grand public, accueillie avec une forme de scepticisme, mais le fait qu'elle était considérée essentiellement comme une techno, eh bien sa personnalité commence un petit peu à s'affiner, à être perçue par les Français. Et pour prolonger ce que disait tout à l'heure Frédéric Dabi, eh bien elle est rapidement devenue plus populaire en termes de sondage, en tout cas, que le président de la République, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour elle, puisqu'on sait qu'Édouard Philippe a finalement dû quitter le gouvernement parce qu'il devenait plus populaire qu'Emmanuel Macron. Mais là, on sent que il y a cette envie effectivement de quelqu'un qui parle sans fioriture, dit les choses réellement, est considéré comme quelqu'un qui travaille, qui ne fait pas de sketch politique ou de communication un petit peu surexagérée. Et c'est à elle que revient paradoxalement le fait de gérer cette majorité qui n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée, et donc la techno doit muter en super politique. C'est ça sa grande difficulté, ses multiples défis. C'est qu'à la fois elle doit continuer à être effectivement une technicienne de la politique publique, et en même temps elle doit muter pour devenir politique, parce que pour pouvoir maintenant obtenir la majorité sur les textes, il va falloir être en négociation permanente. Et d'ailleurs, dans son interview qu'elle a donnée ce week-end au Parisien, il y a une petite phrase très intéressante qui vraiment qui passe sous les radars, mais qui veut dire beaucoup. Elle insiste à un moment donné sur le fait que c'est dans son bureau que se font les arbitrages budgétaires pour pouvoir trouver des majorités sur les textes. Ça veut dire que elle dit c'est à Matignon que ça se passe et pas ailleurs. Donc c'est-à-dire pas à l'Élysée. Je décide et j'exécute. Exactement. Elle décide, elle exécute et elle négocie. Donc de ce point de vue-là, il y a effectivement dans le prolongation de ce qu'on disait tout à l'heure vis-à-vis de la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron dans ce nouveau mandat, il y a une mutation. Le pouvoir, le centre de gravité du pouvoir a quitté l'Élysée pour passer à Matignon et au Parlement. Et de ce point de vue-là, effectivement, Emmanuel Macron, il a précédé cette situation en disant je suis plus Jupiter, je suis Vulcain, le maître des forges. Mais la forge, elle se fait au Parlement. Elle se fait au Parlement. Elle se fait pas à l'Élysée. Ce qui est intéressant, c'est justement de voir à quel point elle s'est fait apprécier rapidement, parce qu'elle était peu connue en fait. Elle est rentrée dans la politique avec Emmanuel Macron, même lorsqu'elle a été élue, lorsqu'elle est arrivée à Matignon, il y avait des portraits d'elle dans la presse parce que une bonne partie des Français ne la connaissaient pas. Donc elle a su vraiment rentrer dans le cœur des Français et devenir populaire très rapidement. Absolument. Oui, alors Frédéric Dabi. C'est vrai que à un moment, on a cru pour elle une forme de cressonnisation, c'est-à-dire un effondrement dans les enquêtes d'opinion. Ça n'a pas été le cas. Elle reste quand même
sur une logique où on attend pour voir. Il y a une logique attentiste, où il y a plutôt de la bienveillance plus que de l'impatience à son égard. Il faut dire aussi que cette popularité se construit aussi en décalque de l'impopularité d'Emmanuel Macron. François Fillon en avait bénéficié face à Nicolas Sarkozy, Manuel Valls face à François Hollande. Mais par rapport à ce qu'a dit Michaël Darmon, il y a des éléments qui émergent déjà. Le côté déterminé, le côté sérieux, le côté technique et le côté experte. Maintenant, il y a aussi ce qui s'est passé cet été à l'Assemblée nationale, où elle a montré qu'elle avait du coffre, qu'elle a pu encaisser des insultes. Je rappellerai les propos peu amènes de Mathilde Panot au moment du discours de politique générale. Mais pour autant, les Français, et je le disais tout à l'heure pour Emmanuel Macron, exprime un vrai doute sur la capacité du gouvernement à réformer le pays, la capacité à agir. Et c'est vrai que Emmanuel Macron aura bien besoin d'une première ministre pour essayer de casser cette représentation d'un quinquennat qui pourrait être inutile. Oui. Donc ça c'est ce qui va être à suivre dans les enjeux. Est-ce que vous pensez que les Français peuvent retourner dans la rue ? Ça, il est beaucoup trop tôt pour le dire, parce que d'abord la rentrée sociale, comme on dit, souvent elle intervient d'abord au mois de novembre. Je vous rappelle que l'acte premier des Gilets jaunes, c'était le 17 novembre, donc bien après la rentrée de septembre que nous décidons. Ça, c'est une chose. Elle était intervenue, cette crise, parce qu'il y avait une révolte contre une mesure précise, qui était la taxation sur le diesel. Et les 80 à l'heure. Et les 80 à l'heure, donc qui avait déjà installé l'ambiance. Donc, pour l'instant, je dirais que on est dans une ambiance un peu métapolitique, je dirais, de tension sociale, exacerbée par les discours des partis, et en particulier de la NUP, mais que les conditions sur le terrain ne sont pas encore là. Il y a un enjeu qui va aussi être déterminant dans les prochains jours. Ce sont les manifestations et les mobilisations que vont lancer les syndicats. Absolument. Quelle capacité vont avoir les syndicats de lancer un mouvement social ? Y aura-t-il ou pas concurrence entre les insoumis et les syndicats sur le contrôle éventuel de la mobilisation dans la rue? Tout ça encore, ce sont des questions sans réponse. Oui, c'est vrai, vous avez raison lorsque vous dites que les Gilets jaunes sont arrivés après 2 mesures très particulières, mais je pense que ces mesures très particulières étaient aussi symboliques et symptomatiques en fait, on avait franchi une limite, on avait franchi un cap qui rendait leur vie impossible. Et là, lorsqu'on voit, par exemple, que pour se chauffer, eh bien, il va falloir dépenser des sommes astronomiques, peut-être que des Français ne pourront pas se chauffer cet hiver, et bien là on pourrait aussi passer un cap symbolique qui rendrait leur vie impossible et qui pourrait provoquer une révolte sociale. C'est vrai que personne ici autour de cette table n'est Madame Irma, mais on peut considérer qu'il peut y avoir dans les mois qui viennent un ensemble de choses qui vont rendre la vie des Français de plus en plus difficile et donc provoquer une révolte sociale. Oui, pour rebondir sur ce que vous dites, on avait fait avec l'IFOP et l'hebdomadaire Marianne un sondage 1 an après le mouvement des Gilets jaunes qu'on avait appelé les raisons de la colère. Qu'est-ce qui mettait en colère les Français 1 an après le mouvement des Gilets jaunes? Arrivé en tête, le travail qui paye mal et qui empêche de vivre sa vie, et on est là-dedans, avec la question du prix de l'énergie, quand je vois des fois 4, des fois 3 pour le prix d'énergie, quand je vois qu'en Allemagne, on envisage de ne plus chauffer les piscines cet hiver. Et deuxième sujet qui mettait en colère les Français, c'est la situation dégradée de grandes institutions comme l'école et l'hôpital. Là aussi, vous en parliez tout à l'heure, Michaël Darmon et vous, Valérie, sur les propos de Philippe Juvin. On est là-dedans. Donc on est quand même sur un baril de poudre, même si c'est quand même une litanie et un passage obligé de dire la rentrée va être chaude, ça va être compliqué. C'est ça, mais quand même, il y a quand même des ferments d'inquiétude qu'on a rarement observés avec une telle intensité. Un mot, Michaël. Oui, une fois de plus, il va falloir combiner pour le gouvernement la cherté, la rareté et la vérité du discours. Et je pense que c'est pour l'instant ce qui manque considérablement. On ne dit pas que cette transition écologique, elle va coûter considérablement. On ne dit pas à quel point effectivement les pénuries d'électricité risquent de nous affecter durant l'hiver qui approche, ou même, selon les spécialistes, plutôt
l'hiver prochain. On explique que le président va en Algérie au cœur du mois d'août pour retrouver une fois de plus cette, je dirais, réconciliation mémorielle infinie, permanente avec l'Algérie, alors qu'en réalité, il y a tout simplement le fait d'aller aussi récupérer des contrats gaziers que l'Italie a déjà raflé. Il faut le savoir. Il y a plus de gaz algérien pour la France parce que l'Italie, dès le mois de mai, a raflé tous les contrats. Donc, de ce point de vue-là, on est, je dirais, et les Français le perçoivent, en manque de discours réels et de réalité exposée, sinon par des mots jetés ici ou là et qui effectivement ne peuvent pas suffire. Allez, on va finir avec le coup de gueule de Noémie, puisque vous êtes arrivée en retard, mais c'est bien, on va finir avec votre coup de gueule qui va nous emmener sur toute autre chose. Toute autre chose, oui. Écoutez, c'était à l'université d'été à Blois ce week-end, entre autres du PS. Et donc, il y avait ces fameux goodies avec ces fameuses casquettes. Voilà, ces casquettes rouges qui étaient vendues au prix de 10 € et qui étaient produites en Chine. Et c'est vrai qu'on peut se demander comment est-ce qu'un parti qui prône, bien sûr, la réindustrialisation, le fait de produire en France, etc., vend ces goodies et ces casquettes qui sont produites à 8000 km de là. Et puis surtout, Make Gauche Great Again. La conscience a encore parlé, on a détourné un slogan d'Emmanuel Macron. Donald Trump. D'Emmanuel Macron qui, lui, avait répondu à Donald Trump pour pouvoir dire que la gauche est de retour. Il y a encore du travail. Oui, il y a encore du boulot, mais on aura l'occasion d'en reparler tout au long de cette année. Merci à tous les trois pour ce premier débat. Le rendez-vous, je vous le rappelle, c'est 9h désormais. Et puis à 10h, les médias. Dans un instant, avec Gilles Gansman, on reçoit Cyril Ferraud, qui est très, très occupé cette rentrée. À tout de suite.